Bon, mesdames et messieurs, nous allons donc démarrer cette réunion. Monsieur le Président du Centre de gestion du Nord, mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le Vice-président représentant le Président du département, Monsieur le Président de la métropole, Monsieur le Secrétaire adjoint de la préfecture, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs. En tant qu'hôte de cet événement, je cède la parole à mon ami Éric Durand, maire de Mouveau, conseiller régional et président du Centre de gestion du Nord, que je remercie dès à présent très chaleureusement pour son précieux soutien dans l'organisation de cette manifestation. Éric. Alors, ce qui est bien avec le président, c'est que je n'ai pas besoin de citer toutes les personnalités. Alors, je vais aller directement à vous toutes et tous en vos qualités respectives, avec un clin d'œil quand même sur mes chers collègues, et puis cher président, cher Michel. Je voudrais quand même souligner les amis et mes amis du Nord qui me font le grand plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Il y a Bernard Gérard, qui est le président de l'Association des maires du Nord, qui devrait arriver, mais on m'a dit qu'il y a un accident à l'entrée de l'île, et donc à mon avis, il doit être dans les embouteillages. Jean-Luc de Tavernier, qui est vice-président du département du Nord. Christian Poiret, le président, est retenu par d'autres obligations. Et Jean-Luc est non seulement vice-président, a une lourde charge, les ressources humaines pour le département du Nord. On parlait beaucoup des ressources humaines du département, mais Jean-Luc de Tavernier est également membre du conseil d'administration du centre de gestion que j'ai l'honneur et le privilège de présider. Et puis Damien Castelin, mon ami Damien, président de la métropole européenne de Lille, qui est en plein bouleversement. Et Damien est venu nous rendre visite. Je sais que sa charge est lourde, surtout en ce moment. Mais comme je lui ai dit par boutade en envoyant un petit SMS, je compte vivement sur ta présence parce que tu ne dois traverser qu'une rue. La métropole européenne de Lille est juste à côté de l'île Grand Palais. C'est un honneur, un véritable honneur. Mais si j'ai dit à vous toutes et tous en vos qualités respectives, et j'ai cru entendre donc le président de l'Oise. J'ai dit, monsieur le président du CDG de l'Oise, en vos qualités respectives. J'ai oublié, alors si je continue, j'ai oublié monsieur le ministre, Anicet-Le-Port. J'ai oublié aussi monsieur le président du GIP. Voilà, entre autres. Mais je vais arrêter parce que je vais en oublier, là, vraiment. Monsieur le président de l'Oise, infernal qu'il est, Alain. Mon cher Alain, mon ami Alain. Donc je n'ai pas oublié. Et je reviens en précisant que c'est un grand honneur de vous accueillir ici, donc à Lille, à l'occasion donc de notre congrès national de la FNCDG, la Fédération nationale des centres de gestion, consacré cette année, monsieur le ministre, un sujet très préoccupant, c'est les services publics à l'horizon de 2030. Préoccupant, et tous les élus dans cette salle, je pense, le partageront, que nous sommes dans des indécisions liées peut-être à des instabilités politiques, mais aussi par rapport à des orientations, des transformations, et j'en dirai deux mots. Bienvenue dans le Nord. Le Nord. Bienvenue en Hauts-de-France. Je vous rassure, vous ne pouvez pas aller plus haut dans notre métropole. Un clin d'œil pour les ultramarins. Vous êtes ici au septentrion, aux confins de la Belgique, avec deux mers pour le prix d'une, la mer du Nord et la Manche. Le Nord, un département, comme dit son président, hors norme, avec ses 2,6 millions d'habitants, qui en fait le plus peuplé de France, mais notre plat pays, je le reconnais, il est bien plat,
et son point le plus culminant atteint quand même 272 mètres. Le Nord, dans une région Hauts-de-France, lien entre l'Île-de-France et l'Europe du Nord, composé de 5 départements, département de l'Oise, département de la Somme, département de l'Aisne et du Pas-de-Calais, dont mes 4 amis présidents sont présents ici parmi nous. Une région Hauts-de-France également hors norme, 6 millions d'habitants, répartis dans 3800 communes, et la particularité, c'est 14 communes de plus de 40 000 habitants. Un centre de gestion, lui aussi, hors norme, qui couvre 6 arrondissements, et ici, rien que celui de Lille, avec ses 1,3 million d'habitants, représente bon nombre de nos départements. Un centre de gestion pluriel, avec 648 communes, mais des communes qui vont de 42 habitants à la plus importante, Lille, avec ses 240 000 habitants. Et aussi particularité, 55 villes de plus de 10 000 habitants. Clin d'œil aussi sur l'intercommunalité. Une intercommunalité très diverse. Communauté de communes la plus basse, 15 000 habitants. La métropole européenne de Lille, 1,100 million d'habitants. Vous voyez les grands écarts. Un suivi quotidien de carrières d'agents territoriaux, 26 000 carrières à suivre. Un CDG de projet, avec la pérédance, un dispositif d'accompagnement d'agents en longue maladie, notamment celles atteintes de cancer du sein, projet pour lequel nous avons obtenu non seulement la reconnaissance du Fonds national de prévoyance de la CNRACL, mais aussi un soutien financier non négligeable. Ou encore les transitions numériques, mon cher président du GIP, pour répondre aux besoins des collectivités face à l'accroissement des processus de dématérialisation, mais ici spécifique avec la plateforme Sésame et son système d'archivage numérique certifié par l'AFNOR et fortement envié par le GIP. Bienvenue dans le Nord. Pays souvent décrié, comme le dit le président Iriart, comme terre de ch'tis, à l'image du célèbre film certainement qu'il a vu, Bienvenue chez les ch'tis. Mais image à gommer un peu, parce qu'avant tout, bienvenue à Lille, capitale des Flandres. Vous êtes ici, chez les Flamands. Ici, notre terre du Nord a servi pendant plus de 1000 ans de champ de bataille à toute l'Europe. De la guerre des Gaules à la Seconde Guerre mondiale, nos territoires ont subi les affres des conflits. Ici, terre de labeur et de courage. Avec la révolution industrielle du XIXe siècle, son développement minier avec le charbon, ses activités sidérurgiques, portuaires, de construction navale et industrielle, toutes ces activités font du Nord, au XIXe siècle, la première usine de France. Et même si les ravages des conflits armés, économiques ou sociaux ne nous ont pas ménagés, ici, on se relève. On produit, on innove, on reconstruit et on construit. Fini le charbon, fini le textile, place au canal Seine-Nord et à la production de batteries. Ici, terre d'illustres, et pour n'en citer qu'un, le général de Gaulle, qui vit le jour ici à Lille. Ici, dans le Nord, terre d'attractivité, avec nos plages, nos dunes, nos grandes agglomérations, nos espaces ruraux, notre richesse patrimoniale, nos fêtes, entre la braderie de Lille, la plus grande d'Europe, et le carnaval de Dunkerque. Nos géants, nos beffrois, nos estaminets, notre gastronomie que vous allez goûter, avec nos patates et nos frites, notre pot de chevelèche, notre carbonate flamande, notre Welsh et nos fromages. Ici, point de merlot,
de pinot noir, de cinsault, de sauvignon, de gamay ou de syrah, pour faire du vin rouge ou du rosé, mais de l'orge et du houblon, pour brasser nos meilleures bières. Ici, terre de compétition. Et après avoir accueilli la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, place au grand départ du Tour de France du 5 au 8 juillet prochain, ici, à Lille. Et ici, terre du congrès de la FNCDG. Congrès aux enjeux multiples, comme je le précisais en préambule, mais avant tout au maintien d'un service public local de proximité de qualité, pilier essentiel de la vie quotidienne de nos habitants. Nous, CDG, en sommes un maillon essentiel et nos qualités de tiers de confiance et d'experts en ressources humaines, nous sommes là et reconnus comme tels. De la naissance à la mort, pendant toute la vie, toutes nos collectivités et établissements publics nous protègent, nous rassurent, nous épanouissent. Crèches, écoles, routes, transports, culture, sport, centres sociaux et pour terminer, cimetières. Nous sommes sur tous les fronts. Liens de cohésion sociale et territoriale, nous faisons face aux changements, aux transitions, aux transformations, aux évolutions. Pour ce faire, nous, élus locaux, avec nos agents territoriaux, en qualité d'acteurs publics, nous devons répondre à des exigences nouvelles. Comment éviter les inégalités territoriales? Comment faire mieux avec moins de ressources? Comment répondre aux attentes nouvelles? Comment anticiper les mutations environnementales, sociales, sociétales et économiques? Comment protéger et rendre nos agents territoriaux plus efficients? Les 2 tables rondes et les 3 ateliers proposés dans le cadre de notre congrès apporteront certainement des réflexions, des analyses, des questionnements et surtout des réponses. Je profite en clin d'œil de cette prise de parole pour conseiller vivement d'y participer. Les débats seront sans nul doute plus intéressants les uns que les autres vu la qualité des intervenants inscrits. Je souligne aussi au passage l'atelier numéro 2 ayant pour thème le rôle des centres de gestion en matière de santé et de sécurité au travail. Je le souligne d'autant plus que j'aurai le plaisir avec Anne Thibault, ma collègue, d'animer donc cette table, cet atelier au cours duquel seront présentées une enquête assez exclusive et intéressante sur l'organisation des services santé au travail des centres de gestion sur le plan national. Et là, nous verrons quelques disparités et les inégalités territoriales qui existent. Pour finir, je remercie sincèrement le président de la FNCDG, mon ami Michel Iriart, qui a été très sensible à l'organisation de ce congrès ici, dans les bonnes terres du Nord. J'associerai, si tu le veux bien, Michel, tes équipes, notamment ton directeur, Thierry Sénamo, notre directeur, Thierry Sénamo, et sa responsable des affaires juridiques, Cindy Laborie, qui ont travaillé d'arrache-pied pour la qualité de la programmation de notre congrès et justement sur les questions que l'on met sur la table et les interrogations qu'elles portent. J'associerai, pour terminer réellement, la directrice générale des services de mon centre de gestion, le centre de gestion de notre centre de gestion, parce que j'ai quelques élus dans la salle, du département du Nord, Déborah du Moulin-la-Coye, et ses services pour leur engagement, afin que ce congrès soit une parfaite réussite et que vous puissiez, comme on dit dans Bienvenue chez les Ch'tis, avec la larme à l'œil, retourner dans vos contrées respectives. Encore bienvenue en Hauts-de-France,
bienvenue dans le Nord, bienvenue à Lille et bon congrès. La parole est à M. Damien Castellan, président de la métropole européenne de Lille, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté que la métropole européenne de Lille soit un partenaire de notre congrès. Et j'en profite pour vous indiquer que vous avez tous eu à l'accueil la plaquette institutionnelle qui témoigne du fort dynamisme de la métropole. C'est à vous. Merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers collègues et chers partenaires des collectivités territoriales, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement la Fédération nationale des centres de gestion d'avoir choisi la métropole européenne de Lille pour tenir son congrès national. C'est réellement un honneur pour moi de vous accueillir dans notre métropole où l'excellence du service public, l'innovation et l'engagement des collectivités sont au cœur de nos préoccupations. Je salue bien évidemment la présence du président de la Fédération nationale, M. Héréard, mon ami Éric Durand, président du Centre de gestion du Nord. Je salue mon ami Jean-Luc de Tavernier, vice-président RH du département du Nord, et notre collègue Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord. Je n'oublierai pas M. Laurent et M. Anissé Leport, bien évidemment, dans cette assemblée. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien parce que les centres de gestion sont des partenaires indispensables pour les collectivités locales. Vous êtes les porte-parole des employeurs et des agents territoriaux, et l'on sait que les grandes transitions, les vrais défis, ne peuvent être relevés qu'ensemble. Ce rendez-vous est bien plus qu'un simple événement professionnel qui a lieu tous les 2-3 ans, si j'ai bien compris. C'est un espace-temps précieux de réflexion partagée pour une fonction publique territoriale moderne qui avance avec les défis de son temps et surtout une fonction publique territoriale solide et attractive. Le thème de ce congrès en est la preuve. Quel service public local pour demain ? Au cœur de vos débats, il va bien évidemment s'agir de réfléchir sur les transitions au regard de nos territoires. Transition écologique. Comment faire évoluer nos politiques publiques pour qu'elles soient encore plus durables, plus résilientes ? Transition numérique. Comment nos collectivités vont intégrer la révolution de l'intelligence artificielle ? On ne pourra pas s'échapper de cette voie. Et quand on voit comment l'IA est présente dans les grands groupes et les grandes entreprises, nos administrations devront aussi faire face, s'adapter et utiliser l'intelligence artificielle pour en faire une vraie opportunité pour rendre notre service public encore plus accessible, plus simplifié et surtout plus proche de nos citoyens. Enfin, transition sociétale. Comment mieux prendre en compte les attentes des habitants ? Comment garantir à tous un accès égal au service public local ? Évoluer, se transformer constitue l'ADN de la fonction publique territoriale depuis sa création et c'est avec grand intérêt que nous entendrons tout à l'heure le témoignage et l'analyse de son père fondateur Anissé Leport, même si, vous me l'avez dit tout à l'heure en introduction, vous n'avez pas rédigé les 1300 articles, mais en tout cas, vous en êtes un père fondateur extrêmement important. La question de l'évolution du service public local pose immédiatement celle de l'organisation territoriale. Et je sais que les constats et propositions posés dans le rapport du député Éric Woerth sur la décentralisation, le temps de la confiance, et celui de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole, sur les coûts des normes et de l'enchevêtrement des compétences, ne manqueront pas d'alimenter l'ensemble de vos réflexions.
Mon ami Éric Durand vous a présenté le Nord. Donc quelques mots quand même sur cette métropole européenne de Lille qui vous accueille, cette intercommunalité depuis 1968, avec 4 villes de plus de 60 000 habitants, Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, mais une particularité où la ville-centre ne pèse que 17%. Vous qui venez de toute la France, dans vos grandes agglomérations, la ville-centre pèse plutôt entre 50 et 60%. Et voilà pourquoi, modestement, depuis 12 ans, un maire d'une commune de 1002 habitants est à la tête de cette agglomération de plus d'1 million d'habitants. Et vous l'avez rappelé, Président, la métropole vous a mis dans vos packages d'accueil « Vivre aujourd'hui, imaginer demain », qui vous donnera un aperçu des politiques publiques que nous développons sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Vivre aujourd'hui, imaginer demain, mais surtout agir au quotidien pour faire émerger la métropole du futur. Voilà les mots qui m'animent avec l'ensemble de mes vice-présidents et élus que je salue aussi ici présents, mon cher Christian. Jour après jour, l'ensemble des métropolitains, mais des 3000 agents de la métropole européenne de Lille, et je salue bien évidemment mon directeur général des services. Cette métropole, tout en maintenant un budget responsable, et nous avons lancé de grandes opérations, de grandes actions, et notamment dans les transports. Notre grand projet Extramobile, c'est 2 milliards d'investissements, 50 nouveaux kilomètres de tramway, 25 kilomètres de bus. Et petit clin d'œil aussi pour cette métropole, nous avons rendu les transports gratuits. Une des rares politiques sur des agglos de plus d'1 million d'habitants, gratuité des transports pour l'ensemble des moins de 18 ans. Nous sommes également très ambitieux dans les politiques de logement, le vote du PLU 3 qui prévoit la construction, excusez du peu, de près de 62 000 logements neufs dans les prochaines années. Éric l'a rappelé, nous sommes une terre d'accueil et une terre de grands événements. Je ne vais pas faire l'apologie de la gastronomie, il l'a fait, mais je vous glisserai qu'il a oublié les gaufres de chez Merthe et aussi les merveilleux de chez Merveilleux. Nul doute que vous repartirez là aussi avec ces beaux souvenirs. Mais ces grands événements, c'est, excusez du peu, 3 finales de Coupe Davis, l'Euro 2016 de foot, l'Euro de basket, championnat du monde de hand, 5 matchs de Coupe du monde de rugby, cerise sur le gâteau, les JO mémorables de basket et de hand. Et puis, dans quelques semaines, le grand tour, le grand départ du Tour de France, après Bilbao, Florence, Copenhague, eh bien, c'est la métropole européenne de Lille, en collaboration avec le département et la région, qui accueillera ce grand départ du Tour de France cycliste. Eh bien, là aussi, la métropole relève l'ensemble de tous ces défis, et vous comprendrez que tous les jours, l'utilité, la rigueur, la réactivité attendue des agents de la métropole et par conséquent, mon cher Éric, de notre centre de gestion. Nous avons une véritable responsabilité pour maintenir le professionnalisme qui a toujours caractérisé le service public local. À la MEL, nous avons choisi de travailler autour de plusieurs axes pour attirer et garder surtout, les talents indispensables à la définition et à la mise en œuvre de nos politiques publiques. Développer nos marques employeurs pour mieux faire connaître nos métiers, avec notamment des gros travail sur l'ensemble des réseaux sociaux. Proposer à nos agents de la MEL des parcours professionnels motivants, permettant une véritable évolution, une mutation, transfert. Valoriser la formation, travailler la culture managériale et surtout garantir les conditions de travail permettant à chacun de s'épanouir, de trouver du sens dans son travail et d'être porteur des valeurs du service public. Et nous pouvons nous féliciter, nous, employeurs territoriaux, de travailler main dans la main avec les centres de gestion sur ces questions, car ils œuvrent à nos côtés au quotidien. Et pour la métropole européenne de Lille, le centre de gestion du Nord, c'est un véritable partenaire de nos politiques RH, et vous contribuez à attirer les professionnels de demain. Le centre de gestion du Nord instruit et diffuse pour la métropole européenne de Lille pas moins de 600 recrutements par an. Ce chiffre à lui seul traduit l'ampleur de ton action, mon cher Éric, et de tes équipes, et surtout, bien évidemment, de votre utilité. C'est aussi grâce à vous qu'au travers de l'organisation des concours d'accès à la fonction publique territoriale, nous recrutons les professionnels de demain en assurant, là aussi, les veilles réglementaires, en proposant des journées d'actualité. Vous donnez aux élus, aux professionnels,
des ressources humaines les clés pour comprendre, anticiper, s'interroger, progresser. Et c'est extrêmement important d'avoir cette capacité de réflexion collective et précieuse. C'est le maire d'une petite commune rurale qui vous remercie lors du décret des secrétaires généraux de mairie et les échanges entre les centres de gestion, les arrêtés, les bonifications, la préfecture, parfois pas toujours d'accord avec les arrêtés qu'on avait pris, la date de 2024, 2025, bref, vous imaginez pour l'ensemble des maires des petites communes du département du Nord, si on n'avait pas eu les modèles, les arrêtés, etc., pour cette belle révolution de reconnaissance des secrétaires de mairie, c'est là aussi extrêmement important. Puis tu l'as rappelé, toutes vos missions liées à la santé, la sécurité du travail avec les conseils médicaux, mais aussi ce qu'on oublie, tu m'aides aussi dans la gestion de mes archives. Donc ça aussi, ça peut paraître anodin, mais c'est là aussi extrêmement important pour nos communes. Et donc je suis convaincu que nos partenariats doivent encore se renforcer et nous avons de grands chantiers à venir, comme la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire, qui là aussi va fortement mobiliser nos équipes RH dans les mois à venir. Chers collègues, vous l'avez compris, la métropole de Lille ne vous considère pas uniquement comme un partenaire, mais comme un acteur stratégique engagé à nos côtés pour faire vivre cette fonction publique moderne et attractive. Votre expertise est précieuse, votre rôle est incontournable, et dans les temps incertains que nous traversons, la capacité d'adaptation des centres de gestion est essentielle et doit être exemplaire. Alors je forme le vœu que ces journées de congrès entre deux Welsh, des moules frites et j'en passe et des meilleurs permettront de faire émerger des idées nouvelles, de partager les solutions concrètes dont nous avons besoin, de porter cette voix forte et unie et surtout visionnaire de la fonction publique territoriale. Merci à tous pour votre engagement, merci pour vos missions au service des agents et donc au service des collectivités. Et en mon nom et au nom de la métropole européenne de Lille, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue et surtout un excellent congrès chez nous. Je vous remercie. La parole est à M. Jean-Luc de Tavernier, vice-président du département du Nord, en charge des ressources humaines. Je vous remercie aussi, Monsieur le vice-président, pour l'appui que le département nous a apporté dans l'organisation de cette manifestation. La plaquette du département est aussi intégrée dans la mallette d'accueil. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Tout d'abord, encore une fois, je voudrais excuser le président Poiret qui n'a pu se libérer aujourd'hui, qui m'a demandé de le représenter, ce que je fais volontiers, d'autant plus que je suis un peu dans mon domaine de prédilection, puisque je suis vice-président en charge des ressources humaines dans le département du Nord. Alors, le département du Nord, c'est un gros département, puisque en matière de masse salariale, nous employons à peu près 11 000 agents. 11 000 agents à l'intérieur desquels on retrouve des assistants et assistantes familiales, mais des fonctionnaires, mais aussi une part de contractuels. Alors, par rapport au centre de gestion, nous sommes au-delà de 300 fonctionnaires, donc on n'a pas une nécessité absolue de s'affilier au niveau du centre de gestion. Et nous sommes, par rapport au centre de gestion, dans le cadre d'une démarche volontariste. Et nous adhérons au service du centre de gestion, je dirais, selon nos besoins, ce qui nous apporte fatalement des plus intéressants. Alors, quels sont les domaines sur lesquels on adhère au centre de gestion ? Tout d'abord, on bénéficie d'un certain nombre de missions, notamment la publicité des créations et vacances d'emploi, bon, pour toutes les catégories, ce qui constitue d'ailleurs une obligation pour le centre de gestion. Mais où on a une grosse aide du centre de gestion du Nord, c'est par rapport à nos difficultés de recrutement. On a énormément de difficultés, mais je crois que nous ne sommes pas le seul département à recruter des médecins du travail. Or, lorsque nous devons assurer le suivi médical de 11 000 agents, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour nous. C'est pour ça que ça fait
une quinzaine d'années qu'on signe des conventions avec le centre de gestion pour qu'il puisse assurer le suivi médical d'une partie de nos agents. Pas la totalité, puisque nous avons un service en interne, mais qui n'est pas suffisant. Et donc, nous avons conventionné déjà depuis quelque temps, de manière que sur certains publics particuliers, ce soit le centre de gestion qui assure le suivi. Autre nécessité aussi que l'on a, c'est au niveau de la mission d'ACFI. Même si nous avons recruté un ACFI il n'y a pas très longtemps au sein de la collectivité, malgré tout, nous avons toujours une convention avec le centre de gestion pour nous aider par rapport à ces missions-là. Autre sujet qui est important, c'est l'établissement des rapports sociaux annuels, les RSU. Donc sur ces RSU, c'est pour nous un jalon essentiel au niveau de la collectivité. Ça nous permet de croiser les résultats des années précédentes, mais aussi de se comparer par rapport à d'autres collectivités de strates équivalentes. Donc ce travail avec le centre de gestion, ça nous permet d'analyser plus facilement nos indicateurs, de faire des études en interne, et ça nous a servi aussi beaucoup pour construire nos lignes directrices de gestion. Autre mission et partenariat avec le centre de gestion, c'est l'organisation et le partenariat logistique par rapport à l'organisation de nos conseils de discipline, mais aussi des relations très, très importantes et constantes par rapport à notre service santé-retraite avec le centre de gestion. Donc c'est une coopération qui est régulière et efficace et sur laquelle nous avons pris un certain nombre de mesures avec une rencontre, je dirais, annuelle et surtout un accès qui est constant sur la plateforme Agir pour suivre l'évolution des saisines au niveau des conseils médicaux. Donc voilà, de manière assez synthétique, les éléments du partenariat que le département du Nord a avec le centre de gestion. C'est une relation qui est constante, qui est durable dans le temps. Je me fais un plaisir de participer au conseil d'administration du centre de gestion. J'apprends toujours beaucoup de choses parce qu'effectivement, les enjeux au niveau des ressources humaines dans une collectivité comme le département sont déterminantes, surtout dans ces périodes que l'on connaît aujourd'hui où il y a beaucoup d'interrogations sur l'évolution et la qualité du service public. Le département du Nord est un acteur majeur. On a l'habitude de penser que ça reste un des seuls guichets accessibles au maximum de nordistes, et Dieu sait si c'est pas facile à organiser. Par rapport aux agents, nous sommes aussi confrontés bien souvent à des difficultés quant au recrutement des agents. Nous sommes confrontés à pas mal de situations où nous sommes confrontés à la difficulté de recrutement sur des métiers en tension, notamment au niveau social, mais aussi dans le domaine informatique et du contrôle de gestion. Alors, un travail est important aussi au sein de la collectivité sur l'évolution, je dirais, du management au niveau des collectivités. Je pense que c'est souvent l'administration et les collectivités qui sont décriées dans le grand public. Dieu sait si ce n'est pas facile, mais je pense qu'on a le devoir, nous, de faire évoluer les méthodes de management au niveau des collectivités. Je pense qu'on a du travail à faire là-dessus. Et deux dossiers qui me tiennent particulièrement à cœur, mais qu'on rencontre dans toutes les collectivités, c'est la formation. La formation est un élément clé aujourd'hui au niveau des agents, compte tenu d'évolutions techniques. On parlait de l'IA. Effectivement, ça va amener des bouleversements importants dans l'organisation de nos collectivités. Donc, il faut s'adapter. S'adapter, ça passe par la formation, d'autant plus que de plus en plus, on va se trouver avec des agents qui vont vouloir avoir de la mobilité dans leur activité. Fini le temps où des gens exerceront le même métier dans la même collectivité toute leur carrière. Donc, à nous de prévoir ces possibilités de mobilité à travers la formation. Et un souci majeur qu'on a au niveau de notre collectivité, c'est aussi la lutte contre l'absentéisme.
c'est un sujet qui est quotidien chez nous. Donc voilà ce que je voulais vous dire et profiter de cette ouverture de congrès pour insister sur ce partenariat avec le centre de gestion qui est important pour nous, qui est important aussi et surtout pour nos collectivités. Le département du Nord, c'est quand même 630 communes et effectivement, elles sont, je dirais, en attente des services du centre de gestion au quotidien. Voilà, je voudrais vous dire que je ne pourrai pas rester à l'ensemble des travaux. Je suis désolé, mais je vous souhaite de gros travaux durant ces quelques jours de congrès. Merci. Monsieur Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint du préfet du Nord, que je remercie pour sa présence. Je suis d'autant plus ravi de votre venue parmi nous que nous nous connaissons, parce que nous nous connaissons depuis longtemps, monsieur Afonso, et je tiens à souligner que nous avons eu plaisir à collaborer ensemble pendant donc plusieurs années, dans les meilleures conditions qui soient, lorsque vous étiez à la DGCL. C'est à vous. Vous avez spoilé une partie de mon discours, Monsieur le Président. Merci beaucoup, en tout cas. Monsieur le Président du Centre de gestion du Nord, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la FNCDG, Monsieur le Président de la MEL, Monsieur le Président du CSFPT, Monsieur le Vice-président du département, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers collègues. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que représentant de l'État et de vous souhaiter, au nom du préfet des Hauts-de-France, préfet du Nord, la bienvenue à Lille à l'occasion du congrès de la Fédération nationale des centres de gestion. Ce rendez-vous est bien sûr un temps fort pour la FNCDG et ses membres, mais aussi, je le pense, pour l'ensemble de la fonction publique territoriale, car chacun sait ici combien les missions assurées par les centres de gestion sont essentielles au bon fonctionnement de nos collectivités et de leurs établissements publics. Derrière chaque mission portée par les CDG, il y a un engagement fort en faveur de l'intérêt général au plus près des territoires. Alors, je m'exprime aujourd'hui en tant que représentant de l'État, mais je n'en reste pas moins un homme de terrain issu de la fonction publique territoriale. J'ai eu le privilège d'y réaliser ma première partie de carrière, et de pleinement d'ailleurs m'y épanouir. D'abord au sein d'une commune, Montreuil en Seine-Saint-Denis pour ceux qui connaissent, puis au sein d'une région. Statutairement d'ailleurs, je reste administrateur territorial et cette identité territoriale, j'y suis comme vous toutes et tous profondément attaché. Alors au cours des 10 années où j'ai évolué au sein de la fonction publique territoriale sur des fonctions RH, j'ai été DRH, j'ai pu quotidiennement constater évidemment à quel point les centres de gestion assurent un rôle d'appui, de sécurisation et de solidarité territoriale aussi. Alors ils sont indispensables pour les petites et moyennes collectivités, évidemment, qui n'ont pas en interne les compétences ou les effectifs pour mener une gestion RH complète et puis surtout sécurisée juridiquement. Mais leur expérience et leur expertise, elle est également très utile aux grandes collectivités. Je peux moi-même en témoigner puisque j'ai souvent consulté les experts statutaires des CIG, alors CIG Petite et Grande Couronne, à l'époque où j'étais à la région Île-de-France. Souvent, je les consultais tous les deux. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu d'avis divergents, et toujours en tout cas des avis juridiques très éclairants et qui aidaient évidemment à la gestion RH, y compris dans une grande collectivité, puisque comme la MEL, c'est 11 000 agents, la région Île-de-France. Alors la gestion des ressources humaines, c'est aussi avant tout un levier structurant de transformation. Alors derrière les acronymes parfois un peu arides, on peut se le dire, GPEC, GPEEC, QVT, RSE, se trouvent finalement des femmes et des hommes qui portent nos politiques RH, qui incarnent le service public et en assurent la continuité dans les territoires, souvent d'ailleurs dans des conditions très exigeantes. Le congrès de cette année, en posant la question « Quel service public local à l'horizon 2030 ?», invite à se projeter, à repenser l'organisation, les pratiques, les priorités. C'est un exercice indispensable, évidemment, dans un contexte de transformation profonde des attentes sociétales et des défis territoriaux, ça a été rappelé d'ailleurs, transition écologique, inclusion numérique, cohésion sociale, vieillissement de la population, pour aussi parler des évolutions des attentes vis-à-vis du travail, et plein d'autres choses également.
Alors le rôle des agents publics, et notamment des agents territoriaux, il est plus que jamais fondamental. Leur engagement est le socle de la confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. Mais cet engagement, pour être durable, il doit être nourri. Cela suppose de reconnaître les compétences, de sécuriser les parcours, d'ouvrir des perspectives. Et c'est ici que les centres de gestion ont un rôle majeur à jouer. Vous êtes les partenaires RH de proximité des employeurs territoriaux. Vous êtes à la fois accompagnateurs, sécurisateurs, facilitateurs. Votre action, souvent discrète, est toujours essentielle. Alors, les ateliers organisés lors de ce congrès en donnent une illustration concrète. Alors, le premier, consacré à la santé et à la sécurité au travail, aborde évidemment un pilier incontournable du quotidien des agents. Il y a derrière cet intitulé des réalités très concrètes, la prévention des risques professionnels, l'accompagnement des agents qui sont en situation de fragilité, la qualité de vie au travail. Sur ces sujets, les centres de gestion sont des leviers puissants de professionnalisation, de mutualisation et d'innovation. Le second, sur la mise en œuvre des accords négociés, rappelle à quel point le dialogue social est un levier puissant de transformation. L'accompagnement que vous proposez aux collectivités en matière de méthode, de formation et de dialogue est décisif pour passer des textes à la réalité. La réussite des accords, alors qu'ils portent sur l'égalité professionnelle, le télétravail ou les conditions de travail par exemple, dépend évidemment largement de leur déploiement concret. Et là encore, les centres de gestion jouent un rôle de catalyseur en apportant un appui méthodologique, en outillant les collectivités, en animant le dialogue local. Voilà, ce travail d'accompagnement sur les accords collectifs est structurant pour une gestion plus moderne et surtout plus conforme aussi aux aspirations des agents. S'agissant de la FNCDG et au-delà des territoires, elle porte toute cette intelligence collective à l'échelle nationale. Elle assure évidemment la représentation, mais aussi la cohérence et la valorisation de vos initiatives. L'État, et notamment la DGCL qui a été citée, sait pouvoir compter sur ces analyses et ces propositions toujours construites, souvent pionnières et fidèles surtout aux réalités du terrain. Alors à ce propos, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, moi j'en profite moi-même pour remercier les équipes de la FNCDG avec lesquelles j'ai collaboré quand j'étais à la DGCL, à la sous-direction de la fonction publique territoriale et des élus locaux. Alors à l'époque, on était entre 2020 et 2022, nous échangions beaucoup sur la nécessité de s'adapter dans un contexte Covid, je pense que ça nous a tous marqués, et puis aussi évidemment sur la loi de transformation de la fonction publique, avec beaucoup de décrets d'application qui étaient en préparation. Je salue aussi évidemment Monsieur le Président du CSFPT pour le travail collectif que nous avons réalisé, et dont moi je suis fier en tout cas. Je pense notamment aux décrets sur les CST, les décrets sur les conseils médicaux, enfin vraiment des décrets, des textes structurants pour la fonction publique territoriale. Et donc la FNCDG, en tout cas, aura été un partenaire précieux pour relayer les réalités du terrain, parfois un peu méconnues à Paris, il faut bien le reconnaître. Autre grand sujet qui sera évoqué au cours de ce congrès, lors d'une table ronde prévue vendredi, les parcours professionnels. Alors il ne s'agit pas simplement de fluidifier les carrières, mais je pense de construire de véritables trajectoires professionnelles. Donc cela suppose un travail en profondeur, repérer les compétences, accompagner de manière plus individualisée, créer les conditions d'un dialogue constant avec les agents, et puis aussi valoriser l'expérience professionnelle qui n'est peut-être pas à chaque fois appréhendée au bon niveau. Donc c'est quelque part aussi s'extraire d'une logique figée dans laquelle peut parfois nous enfermer le statut pour construire ensemble des trajectoires plus personnalisées, valorisantes et lisibles pour les agents. Cette ambition n'est réalisable que grâce à un accompagnement de qualité qui implique une gestion plus agile, plus proche. Alors en tant que sous-préfet, je vois chaque jour combien les dynamiques locales peuvent être innovantes, solidaires et inventives. L'État doit les reconnaître et les soutenir, il ne doit jamais les étouffer. C'est dans cette logique de confiance, d'écoute et de partenariat que le rôle de l'État s'inscrit. L'action publique est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur des relais de terrain solides comme les centres de gestion. Leur contribution à la modernisation, à l'harmonisation et à la sécurisation des politiques RH est essentielle. Merci à eux, merci à la FNCDG et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Je vous remercie.
Je voudrais d'abord vous dire le plaisir qui est le mien d'ouvrir devant une assemblée aussi nombreuse le congrès 2025 de notre fédération. Je souhaite encore remercier Éric Durand pour son accueil dans ce beau département du Nord que nous aurons plaisir à découvrir ensemble au cours de ces 3 jours. Cher Éric, il m'importe vraiment aujourd'hui de témoigner ma profonde reconnaissance pour ton engagement au service de notre établissement et de notre fédération en particulier, souligner ton appui précieux comme vice-président. Remercier également Madame Déborah Desmoulins-Lacoy, directrice générale du CDG et ses services, qui ont su épauler les agents de la fédération et nous permettre de vous accueillir dans de bonnes conditions. J'aimerais dire un mot en direction de Monsieur le ministre Anicet Le Pors. Merci, cher Anicet Le Pors, pour votre fidélité et votre présence amicale à nos côtés ces 3 prochains jours. Je ne doute pas que la vision que vous exprimerez tout à l'heure lors de la table ronde sur le service public et son évolution nous donnera à tous matière à réflexion. Je voudrais aussi remercier de leur présence Philippe Laurent, président du Conseil sup de la fonction publique territoriale, qui nous fera partager ses connaissances tout à l'heure dans la prochaine table ronde. Merci Philippe. Salut aussi Daniel Level, président du GIP, groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion. Le ministre de l'Action publique, de la fonction publique, de la simplification, M. Laurent Marcangeli, devait nous rejoindre demain. Mais son agenda a été modifié à quelques jours de cette manifestation, à notre grand étonnement et déception. Madame la ministre en charge de la ruralité, Françoise Gatel, n'a pas pu être présente non plus, mais elle nous l'avait signalé dès l'origine. Toutefois, les 2 ministres ont enregistré un message à votre attention. Nous les écouterons respectivement demain et vendredi. En dépit de ces absences, nous continuerons de sensibiliser les pouvoirs publics dans les prochains jours sur nos propositions d'évolution de la fonction publique territoriale pour la rendre plus attractive, mais aussi plus en adéquation avec les enjeux des employeurs publics territoriaux. Je salue la présence de nombreux représentants de la coordination des employeurs territoriaux, dont la Fédération est l'un des initiateurs à la date de septembre 2018, n'est-ce pas Philippe? Et qui a permis de renforcer la prise en compte de la voix des employeurs, la même voix pour tous, auprès du gouvernement, mais pas seulement. Philippe Laurent assure le rôle d'animateur de cette CET. En effet, demain, nous évoquerons longuement le premier accord national conclu entre les membres de la CET, représentants des employeurs, et les représentants des organisations syndicales le 11 juillet 2023. Accord concernant la protection sociale complémentaire, une signature qu'on peut appeler d'historique entre les représentants des employeurs territoriaux et les organisations syndicales. Jamais une signature de cette nature, employeurs, organisations syndicales, n'avait existé. C'était une première. Les travaux menés au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou en coordination des employeurs territoriaux ont aussi permis de renforcer notre collaboration avec les représentants du personnel. Je pense pouvoir dire
que nos collaborations sont basées sur une vraie relation de confiance réciproque, même si parfois des désaccords d'appréciation existent. Aussi, je remercie pour leur présence les représentants de la CGT, de l'UNSA et de FAFPT d'avoir accepté notre invitation. Le congrès que nous organisons tous les 3 ans rassemble toujours autant de centres de gestion. La très grande majorité de nos établissements sont présents par leur président ou un ou plusieurs VP et leurs directeurs, et notamment nos collègues d'outre-mer dont je salue l'attachement pour notre association et leur implication dans nos différentes instances. Il en est de même pour les représentants de l'Association des anciens présidents des centres de gestion, dont plusieurs membres du conseil d'administration sont présents à nos côtés. Je leur souhaite aussi la bienvenue. Au-delà des présidents et administrateurs membres de notre Assemblée générale, ce congrès sera l'occasion pour les nombreux vice-présidents et les élus de CDG, mais aussi de représentants de collectivités, de découvrir ou mieux connaître notre fédération, son rôle, ses actions. Nous avons parcouru un très grand chemin ces dernières années et l'expertise des centres de gestion est reconnue par chacun des interlocuteurs que j'ai pu rencontrer depuis ma prise de fonction comme président de la fédération en avril 2010. Ces 15 années passées ont été riches de rencontres, d'échanges, de réformes, mais ont été aussi le témoin d'évolution des relations. La fédération a joué un rôle important dans le cadre du renforcement des centres de gestion sur la scène publique locale et a permis l'adoption de mesures allant dans le sens de demandes exprimées depuis longtemps et de nombreuses demandes exprimées par les centres de gestion. Je citerai notamment, la liste est longue, mais je citerai notamment la validation du champ des missions facultatives des centres, la création des observatoires régionaux de l'emploi, l'évolution de la mutualisation régionale, le rôle du médiateur, le référent déontologue ou laïcité, l'appui des collectivités en matière de négociation collective, de protection sociale complémentaire, l'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie, etc., etc. Notre congrès permet de rassembler de nombreux acteurs du monde territorial autour de différentes thématiques d'actualité. Cette année sont évoquées 4 thématiques principales. La première sera l'évolution du service public et l'impact des transitions engagées, perceptibles. Se pose légitimement la question de quel service public à l'horizon 2030, au regard du contexte de maîtrise des finances publiques, des évolutions climatiques, énergétiques, démographiques, l'IA, mais aussi des modes de gestion de ces services de proximité formulés par les rapports Ravignon et Woerth. Le service public va donc nécessairement évoluer à l'horizon 2030. Dans ce contexte, nos établissements seront associés à l'anticipation de plusieurs enjeux. Évidemment, le développement de l'attractivité et des perspectives de carrière pour les agents territoriaux, mais aussi l'anticipation des besoins en matière de ressources humaines, notamment du fait de départ à la retraite et du nécessaire recrutement de profils spécialisés qui accompagneront dans les collectivités les transitions numériques écologiques.
Enfin, les centres de gestion seront nécessairement acteurs de l'objectif d'évolution de rémunération des agents, mais aussi dans l'accompagnement de la maîtrise des dépenses publiques locales. À ce sujet, l'Observatoire des données sociales constituera de plus en plus un fondement fort dans l'anticipation des politiques RH. Au développement des observatoires régionaux, de l'emploi rendu obligatoire par la loi de avril 2016, le franchissement d'un nouveau seuil apparaît désormais nécessaire avec la constitution d'un observatoire national des données. D'ailleurs, à ce sujet a fait l'objet d'un échange lors de la conférence régionale, la conférence financière des territoires et de l'un des groupes de travail thématiques de cette conférence, Philippe Laurent participait, qui réunissait le gouvernement, les employeurs territoriaux et les organisations syndicales. Lors de cette réunion de groupe de travail, le 27 mai dernier, a été mise en avant par le gouvernement la nécessité d'une meilleure mobilisation des centres de gestion au service de la maîtrise des effectifs et des masses salariales, en spécifiant l'approfondissement des outils de pilotage et de données qui seraient grandement favorisés par une nécessaire mutualisation de nos établissements au niveau national. C'est le gouvernement qui le dit. Nous sommes ici un certain nombre à avoir été visionnaires sur cette question. Nous évoquerons lors de notre table ronde de ce soir l'évolution de la décentralisation. Les centres de gestion pourraient par ailleurs être impactés par une réforme territoriale tant en matière d'organisation que de mission. Toutefois, on ne sait pas à quelle échéance une telle réforme se profilera. La table ronde de vendredi matin sera très largement consacrée à la question de l'attractivité, mais aussi de l'emploi et des carrières dans la fonction publique territoriale. Quels outils apporter aux maires pour recruter et fidéliser les agents et donner davantage de perspectives de carrière? Ce qui est une des difficultés, pas la seule, de l'attractivité dans la fonction publique territoriale. Tous les leviers doivent être envisagés pour renforcer cette attractivité de nos territoires et l'attrait de nos collectivités, principalement auprès des jeunes. La capacité pour les employeurs territoriaux, les employeurs publics, à attirer, mais surtout à fidéliser les agents est aussi remise en question du fait d'une méconnaissance des métiers, de recrutement qui peuvent apparaître complexes, d'un niveau de rémunération considéré inférieur à celui du privé, voire des métiers réputés pénibles. Le logement constitue également un élément d'attractivité de l'engagement pour le service public. Les agents publics n'échappent pas à la pénurie de logements qui touche les zones les plus tendues. Des quotas de logement sont réservés dans le parc des logements sociaux à l'État, qui dispose d'un contingent préfectoral de 5% pour les fonctionnaires de l'État. Pour quelle raison les territoriaux seraient-ils absents de cette mesure? Il convient de privilégier une solution pour améliorer concrètement et dans un délai aussi bref que possible l'accès des agents publics territoriaux au logement social. Sur la base des conclusions du rapport Amiel publié en avril 2024, il est essentiel d'envisager la mise en place d'outils propres à la fonction publique inspirés d'Action Logement, selon une version interversant, ou encore la possibilité d'introduire une clause
de fonction dans les baux et d'étendre le champ de la garantie visale. La proposition de loi de David Amiel, étudiée à l'Assemblée nationale cette semaine, apporte les premiers éléments de réponse pour améliorer l'accès au logement pour nos agents. Toutefois, il conviendra d'aller plus loin. Pour répondre efficacement aux enjeux d'attractivité, la coordination des employeurs territoriaux avait transmis plusieurs propositions au ministre Guerini. Ces propositions restent d'actualité et seront évoquées vendredi. 2 autres thématiques feront l'objet des ateliers organisés jeudi matin. Le premier portera sur la santé et sécurité au travail et posera 2 questions principales. Comment les centres de gestion peuvent-ils accompagner les conditions de la santé et de la sécurité au travail dans un contexte de pénurie de médecins du travail? Comment prendre en charge le handicap, l'usure professionnelle, la pénibilité et l'entrée en vigueur de la réforme des retraites? Le dernier sujet qu'il nous importera d'évoquer demain matin en atelier sur l'évolution de la négociation collective dans le secteur public et l'ensemble des négociations menées en matière de protection sociale complémentaire. Alors que cette réforme favorise les conditions de travail des agents ainsi que le maintien de leur niveau de vie et de leur santé, les principaux axes de l'accord national dont je parlais, signé en juillet 2023, n'ont pas été encore transposés législativement et réglementairement. Isabelle Florennes, sénatrice, auteure du dépôt de la proposition de loi de transposition au Sénat, viendra demain nous apporter son éclairage. Je souhaite assurer de ma gratitude les élus et les directeurs de centres de gestion, mais également nos partenaires institutionnels pour leur présence, afin d'échanger sur nos visions de l'avenir des collectivités, mais également pour définir les axes de réforme et d'évolution de la fonction publique territoriale. C'est tous ensemble, en partageant nos savoirs, nos expériences, que nous rendrons plus forte et plus attrayante la fonction publique territoriale. Juste après ces allocutions d'ouverture, nous inaugurerons le salon des exposants. Je tiens à souligner l'intérêt suscité par notre congrès auprès de nos partenaires. 43 stands sont installés et vous permettront d'aller à la rencontre du secteur public et du secteur privé œuvrant dans l'accompagnement des collectivités et des agents. Je les remercie très sincèrement pour leur appui dans l'organisation de cette manifestation. J'espère que les contacts noués pendant ces 3 jours seront suivis d'effets pour eux. Vous trouverez la liste de l'ensemble de nos partenaires ainsi que l'emplacement de leur stand devant l'entrée de cette salle, mais aussi sur les kakimonos de scène et dans la brochure qui vous a été remise avec votre mallette. Je vous encourage vivement à participer le plus possible aux conférences de nos partenaires. Vous voyez derrière moi, à l'écran, le programme de ces conférences. Bon, ça va peut-être venir. Le direct est compliqué. Bon, technicien, je ne sais pas, enfin bref, bon. Je continue quand même. Enfin, je
souhaite remercier l'ensemble des intervenants d'avoir accepté d'enrichir nos travaux. J'espère que leurs interventions laisseront place aux questions et remarques de la salle aimerait poser. Dans toutes nos rencontres, mais pas que de la fédération, dans tous ces types de réunions, les tables rondes, blablabla, et puis, ben voilà, le temps est arrivé, le temps est bouclé, et les gens ne peuvent pas poser de questions. Et il y a une certaine frustration. Donc j'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Je vous encourage donc, voilà. Je terminerai mon propos en vous indiquant que nous nous retrouverons dans cette salle à 15h40 pour les 2 premières conférences sur la table ronde sur l'avenir du service public. Nous attendons d'ailleurs l'arrivée de Pierre-André Durand, préfet de région Occitanie, préfet de Haute-Garonne, et qui est aussi préfet de l'association, du président de l'association du corps préfectoral, que je connais très bien, et qui est un ami. Il sera là dans les minutes qui arrivent. Et à l'issue de cette réunion, une distribution de présents sera organisée dans le hall d'accueil. Nous nous retrouverons ensuite au Palais des Beaux-Arts à partir de 19h30 pour une visite et un cocktail dînatoire. Pour vous apporter d'autres éléments sur notre programme de ces prochains jours, que vous apprécierez, je l'espère, je vous indique que vous disposez d'une brochure dans votre mallette, mais aussi de bons d'information avec le programme. Les agents de la fédération, que je souhaite vraiment remercier, alors ils vont être un petit peu étonnés parce que malheureusement, ce n'est pas tellement mes habitudes de faire des remerciements. On ne se refait pas. Mais je souhaite ici vraiment les remercier pour leur implication durant des mois à cette organisation. Il reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et je vous souhaite un excellent congrès 2025. Merci.